Week-end, les GG sur RMC Story. Aujourd'hui, Didier Giraud, Thibault Langsade, Marianne Soubré. On parle de cette septuagénaire qui a été blessée à Nice lors d'un contact avec les policiers. Alors, les versions diffèrent. Il y avait un périmètre qui était interdit à la manifestation. Et avec un petit groupe de manifestants, ils voulaient visiblement s'y rendre. Les policiers leur ont donné quelques avertissements, leur disant restez où vous êtes, restez où vous êtes. S'en est suivi une charge de la police ou une bousculade ou une reculade. Il y avait des plots par terre. Cette femme de 73 ans, Geneviève Leguet, a percuté un des plots. Elle est tombée sur la tête et elle s'est blessée. Et ce qui fait réagir aujourd'hui, c'est la petite phrase du président de la République où il dit elle s'est mise en situation aussi aujourd'hui de difficulté. Et quand on veut rester dans la quiétude, eh bien on fait attention. On ne va pas dans les endroits où il risque d'arriver quelque chose. Franck Gay, bonjour. Oui, bonjour. Porte-parole de l'association Attaque dans les Alpes-Maritimes. Déjà, est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de l'état de santé de Madame Leguet, alors, s'il vous plaît? Alors, Geneviève Leguet a fait encore un nouveau scanner hier après-midi. Pour l'instant, son état est stable, c'est-à-dire il ne s'est pas empiré, ni ne s'améliore pas non plus. Oui. On est donc toujours très inquiet, puisqu'il y a quand même une fracture Elle n'est pas dans le coma. du crâne. Allô? Elle n'est pas dans le coma. Elle n'est pas dans le coma. Contrairement à ce qu'avait dit son avocat. À s'exprimer. Ils lui ont mis des antidouleurs, de la morphine, etc., pour qu'elle supporte le poids de ses fractures. Vous avez entendu ce qu'a dit le président de la République. Pour avoir la quiétude, il faut avoir un comportement responsable. Je souhaite un prompt rétablissement, mais aussi peut-être une forme de sagesse, a dit Emmanuel Macron. Franck Gay. Oui, j'ai bien entendu ses propos et j'imagine qu'il n'a donc aucune quiétude, puisqu'il est carrément irresponsable de tenir de tels propos. En fait, on avait un groupe d'une 50aine de personnes qui manifestaient, qui essayaient de s'exprimer pacifiquement place Garibaldi à Nice. Geneviève Leguet, d'ailleurs, portait un drapeau paix. Donc, une 50aine de personnes dans un endroit qui est extrêmement calme, qui est donc sans tension, etc. Vraiment, on peut être plus pacifique. Et ils ont été donc agressés, mais par la police, par une charge qui a été extrêmement mal conduite. Alors, je rajouterais que Geneviève Leguet, toute sa vie, est un exemple de sagesse, de compassion, de partage. Dans une conduite non égoïste. C'est quelqu'un qui travaille, qui a travaillé, qui partage les idées à Artisans du Monde, qui va bénévolement dans les écoles, dans les lycées pour parler du commerce équitable. C'est quelqu'un dont la vie est un véritable exemple de sagesse. Alors en face de ça, on a quelqu'un, Macron, qui parle de sagesse alors qu'il n'a pas un seul échantillon sur lui. C'est quelqu'un qui vraiment met le feu aux poudres, qui méprise les gens dans l'indignité, qui vit de sa bulle, dont le modèle de société est celui qui consiste à dire il faut avoir plus de zéro sur son compte en banque. C'est pas le nombre de milliards qui fait le sage, c'est celui qui a le respect des gens, de l'humanité, de la société, de la nature. Toutes ces valeurs-là, ils ignorent. Et c'est pas en vivant comme ça, en égoïste, en défendant une toute petite partie au mépris des revendications justes des gens, qu'elles soient sociales, environnementales, qu'on peut parler de sagesse. Et c'est encore plus inquiétant parce qu'en fait, quand on a le droit de manifester, qui est un droit constitutionnel, et qu'on dit, bien écoutez, quand vous êtes une personne âgée, il faut pas y aller, ça veut dire clairement que ni les personnes âgées, ni les enfants ne doivent s'exprimer. On veut briser complètement la démocratie en France. Bien, monsieur, si on peut vous poser une question, le lieu était interdit, on ne pouvait pas manifester à cet endroit. Le lieu était absolument... L'idée, c'est de dire, est-ce qu'on a le droit d'interdire de manifester à cet endroit-là? C'est autre chose. Mais ça, c'est autre chose. On était répondez à ma question. La manifestation était bien interdite. Régulièrement Estrosi, où il y a des caméras partout, des contrôles partout. Oui, non, mais ça, c'est autre chose. Enfin, il n'y avait aucun risque sur ce lieu-là. Non, mais et je sais pas. Des manifestants, je complexe, des manifestants qui étaient en zone autorisée ont été blessés samedi. Ah bon? Non, mais là, précisément, l'info, c'est quoi? Donc, non, mais sur cette place, c'était interdit. En zone ou pas n'est pas le problème. Le droit de manifester, de s'exprimer. D'ailleurs, c'était pas vraiment une manifestation, c'était un petit groupe qui disait on est là pour exprimer. C'était interdit. Mais Monsieur Gay, pourquoi ce petit groupe, lorsque les policiers les ont prévenus en leur demandant de reculer, pourquoi n'ont-ils pas reculé? Pourquoi ne pas reculer? Parce que ceux qui l'ont fait tout simplement et qui sont partis à l'autre bout de la place, ils ont eu droit à des coups de matraque, figurez-vous. Parce que la technique qui consiste à dire repoussez-vous, mais après vous ayez été encerclé, on la connaît. Et en plus, une personne quand même n'a pas forcément la capacité à se déplacer à grande vitesse quand face à une charge de police, des gens qui courent vers vous. C'est là où elle ne doit peut-être pas aller manifester. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il y a des sommations avant, monsieur. Injustifiable et injustifiable.
C'est pour ça qu'avant une charge, il y a des sommations. C'est pour que les gens qui n'ont pas la capacité à fuir en courant puissent prendre leurs dispositions. On peut aussi avoir un petit peu d'intelligence. C'est ce qu'on appelle l'intelligence, c'est ce que portait aussi Geneviève dans l'éducation populaire. C'est lutter l'intelligence contre une bêtise et la savoir appliquer un ordre. On ne fonce pas sur des personnes âgées. On ne force pas sur un petit groupe de manifestants pacifiques. L'ordre lui-même était absurde. Et je pense que c'est toute la hiérarchie qui est en cause. Non seulement les policiers qui ont chargé, mais les ordres qui viennent de la préfecture et aussi de Castaner, du ministre de l'Intérieur, qui quand même... Monsieur Gaille, elle a percuté un plot, c'est ça? Elle s'est pris les pieds dans un plot, elle est tombée. Elle a été bousculée et renversée violemment, comme d'autres ont été poussés aussi. Il n'y a pas eu de contact avec les forces de l'ordre, etc. Donc, vraiment... Attendez, il y a eu des coups de matraque sur la femme? Sur Madame non, pas Leguet. sur la femme, sur d'autres qui étaient là au même moment et qui sont revenus avec des coups de matraque. Alors une question de Maître Soubré, avocate. Elle a été poussée par l'avancée des forces de l'ordre qui poussée par qui? Par d'autres manifestants en fait. De se maîtriser. Et donc en fait, voilà, le problème c'est qu'on est face à des gens qui sont incapables de se maîtriser. Donc elle a été poussée par d'autres manifestants. Que ce soit parce qu'ils sont fatigués ou parce qu'ils ont des ordres auxquels ils essayent d'appliquer et qui sont Monsieur Gay, inapplicables. excusez-moi, moi j'aurais tendance à dire que effectivement devant si peu de manifestants qui ont l'air pacifiques, c'était peut-être pas utile d'avancer, mais vous êtes en train de démontrer en fait l'inverse de ce que je disais, puisque a priori ce que vous dites, c'est que au moment où les CRS ont avancé, c'est parce qu'ils essayaient de rentrer de force dans un périmètre interdit. Absolument et là du coup, absolument pas. Ils n'essayaient pas de rentrer dans un périmètre interdit. Si. Ils avaient fait commencer un sitting, vous voyez. mais voilà, un sitting. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de charger. Et ce périmètre, actuellement, on ne sait même pas s'il est interdit ou pas. Et d'ailleurs, c'est assez grave, parce que normalement, quand on interdit des périmètres, on prévient la population, on met des affiches. Beaucoup de gens qui passaient par là, accompagnant leurs enfants. Vous saviez pas que c'était interdit? La police ignorait totalement ce fait. Et même la police... Non, la place Garibaldi, on savait. C'est pas vrai, puisqu'elle a des slogans en disant qu'elle veut manifester là où c'est interdit. Ils ignoraient les zones interdites. C'est faux. Monsieur Gay, c'est écrit partout que la place Garibaldi. Non, c'est un fait avéré. Monsieur Gay, il ne suffit pas de dire que c'est faux et à un moment donné, il faut avoir des gens Gay, des citoyens qui sont sur la place. Et quand elle manifeste, justement, elle fait part de son mécontentement de ne pas pouvoir manifester là où elle veut manifester. Donc elle est informée visiblement. D'ailleurs, vous-même, Monsieur Gay, vous avez commencé votre propos en disant... C'est incroyable de déformer les propos des gens à ce point-là. Mais si, mais c'est vous-même, Monsieur Gay, qui avez commencé votre propos en disant... Ce n'est pas parce que cet endroit-là était interdit. Elle voulait manifester là parce que c'était interdit. Mais vous nous l'avez dit vous-même. Dans Nice. Vous nous l'avez dit vous-même, Monsieur Gay. Vous avez commencé votre propos en disant est-ce qu'il est légitime d'interdire un endroit où on peut manifester? C'est vous qui l'avez dit il y a 3 minutes. Dire que c'était sur cet endroit-là qu'ils étaient pour dénoncer ça. Ah, d'accord. Oui, mais vous mélangez un peu tout là. Monsieur Gay, la place Garibaldi était interdite, ça on le savait. Et elle voulait manifester sur cette place. J'ignorais totalement l'interdiction sur la place Garibaldi. Vous instrumentalisez un peu tout, quoi. Non, c'était dit partout, écrit partout. Alors, c'est pour ça qu'elle était là d'ailleurs. Vous l'ignoriez parce que vous ne l'aviez pas vu, mais enfin, partout il était écrit que dans Nice, les périmètres étaient précis, et notamment la place Garibaldi. Monsieur Thibault Langsade. Non, mais on voit bien que vous êtes dans une logique totalement partisane et vous manquez d'objectivité. Donc, l'accident est regrettable. Néanmoins, il y avait un rassemblement. Ce rassemblement n'était pas sur une zone autorisée. Il y a eu un mouvement de foule et c'est très regrettable que cette personne soit tombée. Mais de là à faire le procès de la police, vous vous trompez de cible. Les vidéos où il n'y avait pas un mouvement de foule, il y a eu une avancée irrespectueuse des forces de l'ordre. Irrespectueuse maintenant, on aura tout entendu. C'est pas dans la foule qu'elle est tombée. Il y a eu des tirs de lacrymogène, il y a eu des tirs de LBD. Attention. Merci d'avoir été avec nous, monsieur Gaille, porte-parole de l'association Attaque dans les Alpes-Maritimes. Respectueuse, c'est quelque chose, quoi. Alors, je vous lis quelques réactions sur Internet, rmc.fr. Christophe qui dit, excusez-moi, mais quand on est président de la République, on ne dit pas des conneries pareilles. Déjà, me dit Christophe. Presqu'irul qui m'écrit une grand-mère armée d'un drapeau PIS qui se retrouve piétinée par les CRS. Ça, c'est de la pure violence. Elle n'a pas été piétinée par les CRS. Trop vieille pour manifester, messieurs autour de cette table. Dites merci à toutes les personnes âgées qui se sont battues pour que vous puissiez en toute liberté proférer des énormités pareilles.
Julien qui dit, et le sang-froid des manifestants. Pas 70 ans quand ils manifestaient. Hein. Non. Et le sang-froid des manifestants, on en parle. Depuis 19 semaines de gazage intense, ça m'étonne qu'il n'y ait pas déjà eu un CRS tué. Le ministre a beau donner les chiffres qu'il a envie, les gilets jaunes sont toujours au minimum 2 fois plus nombreux que les CRS. Daniel qui m'écrit, j'ai 73 ans, je suis bénévole. Samedi, j'étais sur un terrain de jeu à m'occuper des enfants du quartier. Il y a mieux à faire que d'aller dans une manif. Bravo Daniel. Grégory qui m'écrit, merci Marianne de votre humanisme. Vous êtes bien seul ce matin face à des gens qui trouvent des policiers très courageux devant une personne de 72 ans, plus que devant les Black Blocs. Puis JMB nous dit, monsieur l'agriculteur, qui saluera le professionnalisme de la police quand lui, avec ses copains, il va manifester bloqué pour son pouvoir d'achat et qu'il bloque les routes. Ça, c'est pour toi, Giraud. Je ne sais pas quel est le prénom de ce monsieur. JMB. Il faudra qu'il relise les journaux. Ça fait bien un moment que c'est pas arrivé. Et puis, je me suis jamais plaint de me faire charger par les CRS lorsque je fais quelque chose d'illégal. J'ai piégé Olivier qui nous dit, on sait très bien que la majorité des gilets jaunes sont des retraités. On ne charge pas des retraités comme on le ferait pour les casseurs. Les forces de l'ordre ont répondu à l'excès de zèle de monsieur Castaner. On est faible avec les forts, on est fort avec les faibles. Voilà ce que m'écrit Olivier Thibault-Langsade. Il est fou ce matin. Non, mais là, on est dans des débordements et des excès. Je pense que globalement, ce week-end, ça a été assez remarquable. Les forces de l'ordre ont su être présents, les Black Blocs ne sont pas venus et les délinquants ne sont pas venus. Parce qu'ils ont été interceptés. Non, pas parce qu'il y a eu une bonne communication. Non, c'était plus simple d'assurer l'ordre samedi lorsqu'il n'y a pas de Black Bloc. Il ne faudrait pas que le préfet qu'on a beaucoup vu avec son faux grand chapeau, là, parce que finalement c'était un fake news, cette vidéo. Non, mais on a vu le préfet et le ministère de l'Intérieur se féliciter que tout s'était bien passé. Je rappellerai que samedi, il n'y avait personne sur les champs, il n'y avait pas de Black Bloc. Donc c'est sûr que quand il n'y a pas les casseurs, les violents, et que les gilets jaunes restent chez eux, c'est sûr que ça se passe mieux. Et quand ils sont sur des parcours autorisés. Oui, mais peut-être que sauf à Nice où effectivement quand on veut manifester là où c'est interdit, on prend un risque. Olivier va plus loin, quoi. Pourquoi il n'y avait pas les Black Blocs ? Parce que peut-être que le dispositif de fermeté a parce qu'ils viennent quand il y a du monde, parce que tu verras, ils vont revenir. Le 1er mai, par exemple, est une date qui inquiète beaucoup les forces de l'ordre, parce que, semble-t-il, les Black Blocs ont bien l'intention d'y être comme ils y étaient l'année dernière avec le McDo. On peut prendre 3 minutes encore avec Philippe, qui est des Alpes-Maritimes. Bonjour Philippe. Oula, vous nous entendez bien, Philippe ? Philippe ? Un problème avec la ligne de Philippe. Vous appelle les Alpes-Maritimes. Une dernière réaction sur Internet, rmc.fr, celle de Véronique qui dit, mais quand est-ce que M. Macron arrêtera l'arrogance ? Mais quel donneur de leçons, ce président de la République. Peut-être qu'il fait le malin parce qu'il est avec le président chinois et qu'il veut montrer que lui aussi, il a l'autorité, mais qu'il la ferme. En Chine, ça se passe différemment. Mais qu'il la ferme, m'écrit Véro. J'en ai assez de ce roquet donneur de leçons. Voilà ce qu'elle m'écrit à propos du président de la République. Monsieur Thibault-Langsade, je te vois assez dubitatif. Non, mais je suis dubitatif parce que là, on lit une litanie de réactions plus ou moins anonymes avec des gens qui s'expriment de façon plus ou moins violente. Donc, c'est comme ça qu'ils perçoivent, si tu veux, le fait qu'Emmanuel Macron donne des leçons de sagesse à cette dame qui est aujourd'hui sur un lit d'hôpital. Je pense qu'il n'aurait pas dû le dire et je pense qu'il n'aurait pas dû non plus souhaiter un bon rétablissement. Mais c'est sa marque de fabrique et en même temps, donc, il dit quelque chose de positif, puis après, il corrige. Il pourrait très bien s'abstenir aussi. Moi, je pense que je me serais abstenu sur la ligne totale. Voilà, ça a été la prudence. Au moment où il faut essayer d'apaiser un tout petit peu les tensions et un week-end qui, globalement, s'est plutôt bien déroulé, hormis cet incident à Nice. Je lis ce que vous avez pensé de la petite phrase du président de la République. Est-ce qu'il a eu raison, Emmanuel Macron ? Au contraire, un président ne devrait pas dire ça. Vous me dites, ne devrait pas dire ça. 87% sur rmc.fr. Et dans ce genre de situation, c'est très partagé. 51% de oui, 49% mais tu sais de non. Il y a un problème de français parce que en fait, un président ne devrait pas dire ça. Et comme c'est à la négative, on devrait répondre non, en fait. Et du coup, on ne sait pas ce qu'il faut répondre oui ou non, en fait. C'est fait exprès, c'est du en même temps. Bah oui, tu vois. C'est pour confuser les esprits. À tout de suite avec Marianne Soubré, Didier Giraud et Thibault-Langsade. Après Marianne, on ne sait plus si les gens sont d'accord ou pas. Pour le monde de Macron, et on parlera notamment des 7 millions de Français qui aujourd'hui n'ont pas accès à Internet, ou tout du moins au haut débit, ce qui provoque une vraie fracture numérique, sociale et sociétale. A tout de suite avec les grandes gueules. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.
Je suis de tous les combats. Je suis de toutes les épreuves. Je reste engagée. Et je suis ma voix. L'armée de terre recrute et forme 15 000 soldats et cadres. S'engager.fr. Votre volonté, notre fierté. Avoir la bonne solution pour financer tous vos projets, c'est Smart. Comme le prêt perso Sofinco à 0,8% au lieu de 1% et jusqu'au 27 mars. Découvrez toutes nos offres Smart au 3005 ou sur sofinco.fr. Sofinco, Smart Money, Smart Life. La crise de la cinquantaine disait voiture de sport. Les enfants disaient monospace. Je dis pas mon style. Le patron disait coupé. Le chien disait SUV. Je dis prenons les deux. Il disait ceci, elle disait cela. Je dis Arona. Seat Arona. Do your thing. Jusqu'au 31 mars, profitez de remises d'exception pendant les ventes privées Seat. Pour être un pro du selfie, il faut s'entraîner. Pour être un pro du voyage, il suffit d'aller sur TripAdvisor. Avec des avis actualisés, des photos d'hôtels à 360 degrés et les bons plans parmi plus de 200 sites de réservation pour que tu trouves toujours le bon hôtel au bon prix. Consultez les avis, vérifiez les prix des hôtels, réservez vos activités. TripAdvisor. J'adore Vinted, c'est une appli gratuite et sécurisée où on peut vendre tous les vêtements qu'on ne porte plus. Et c'est simple, prends ton article en photo et vends-le à des millions d'acheteurs en France et à l'étranger. Télécharge l'appli Vinted. Ceci n'est pas un énième rasoir à 18 lames. C'est One Blade de Philips. Pour toutes les barbes, même longues. Taillées, stylisées et rasées à la longueur souhaitée. Et révélez le meilleur de vous-même avec Philips One Blade. Innovation and new. Philips. Et maintenant, découvrez aussi One Blade visage et corps. Tassimo vous invite à découvrir sa gamme de grands espressos l'or. Riche et intense. Tassimo, goûtez l'excellence espresso. Petite citadine dernier cri, madame n'est pas n'importe qui. Bah non, je l'ai loué chez Sixte. T'es pas n'importe qui. Je suis la chef de la route. Mais encore. Je suis... Allez. La PDG de la chaussée. C'est tout? C'est tout ce que tu es? Je suis la baronne du bitume. Voilà. Ouais, je suis la baronne du bitume. Madame la baronne ne dit pas bonjour à son papa. Louer chez Sixte, ça va vous booster. Louer une belle voiture à partir de seulement 17 € par jour. Il y a l'argent, les radis, la thune, le pognon. Quel que soit le nom que vous lui donnez, le plus important, c'est ce que vous en faites. Monabank, les gens avant l'argent. Chez Monabank, même la carte Visa Premier est sans condition de revenu. Réalisez toutes vos envies gourmandes grâce au robot de cuisine avec blender Silvercrest. Sa puissance et ses nombreux accessoires vous permettront de pétrir, mélanger et mixer sans effort. Robot de cuisine avec blender, 89,99 €. Dès maintenant, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Mon pouvoir anti-âge, c'est d'être moi-même, avec ma sensibilité. Et pour ma peau sensible, j'ai Q10 peau sensible. Sans parfum, réduit visiblement les rides en 4 semaines et atténue rougeur, sécheresse et tiraillement. Nouveau soin Q10 peau sensible de Nivea. Et trouvez vous aussi votre soin Nivea Q10. Peau sensible, mixte ou fatiguée. Les grandes gueules, RMC Story, Didier Giraud, Thibault Langsade, Marianne Soubré, voilà le trio de GG qui vous accompagne jusqu'à midi. Demain, au trio de GG, demain, Étienne Ebig, Elina Dumont, Zora Habitant, Louis Alliot, vous voulez assister à l'émission, Louis Alliot, le député Rassemblement National, vous voulez assister au GG, 06 60 61 00 60, 06 60 61 00 60. C'est l'heure du monde de Macron. RMC les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France.
Et vous savez qu'on ne cesse de parler, et d'ailleurs avec le mouvement des Gilets jaunes, on a évoqué cette fracture territoriale. On ne cesse de mettre en avant la fracture numérique, la fracture Internet. On a une donnée précise, 6,8 millions de Français n'ont pas un accès correct à Internet. C'est l'un des vrais scandales français, cette fracture numérique, comparée à d'autres pays européens qui sont nettement en avance sur nous. C'est vrai que 7 millions de Français qui n'ont pas Internet, ça paraît dingue en 2019, surtout que ce chiffre monte à 13 si tu prends l'ensemble des Français qui ont des vraies difficultés à se connecter tout simplement au réseau. Alors le gouvernement tente de rattraper le retard, parce que c'est un retard pris sur plusieurs années. Il y a un secrétaire d'État, Mounir Mahjoubi, qui s'en occupe, et le gouvernement qui a d'ailleurs annoncé qu'il allait accorder aux foyers ne pouvant pas être raccordés au très haut débit fixe une aide de 150 € qui devrait financer justement l'équipement d'antenne satellite. Quand on ne peut pas être branché à la fibre, eh bien on donne 150 € pour l'antenne satellite. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut aller plus vite? Comment expliquer qu'on ait pris autant de retard? Tiens, Didier Giraud, toi, du côté de ta campagne, est-ce que tu as des... Saône-et-Loire. Je rajouterai un chiffre à ce que tu as dit. Il y en a finalement que 19,1% qui ont un bon haut débit, quoi. Un haut débit correct, quoi. Oui, ça veut dire qu'il y en a quand même 80% qui ont un truc pourri, quoi. Et aujourd'hui, on t'explique que tu peux plus, si tu reçois pas ta feuille d'impôt et que tu oublies de payer tes impôts, tu vas prendre 10% parce que normalement, il faut que tu ailles voir de toi-même sur Internet. On t'explique que tout ton carnet de santé va être dématérialisé, tout se passe par Internet. On parle de télémédecine de plus en plus. De télémédecine et tu passes comme moi devant l'ordinateur 40 minutes à attendre d'avoir une connexion à peu près correcte pour faire ta déclaration de naissance de veau de la journée, qui passe 40 minutes pour déclarer un veau, quoi. Voilà. Est-ce que ça passe mal? Un petit peu amélioré ces temps, mais il y a l'état civil des veaux, en fait. Comment? Il y a un état civil des veaux. Bien sûr. Je te signale que il y a un état civil et j'ai un enregistrement du sanitaire sur mes veaux qui est beaucoup plus performant que ce qu'il peut y avoir en humaine. Ça, c'était pour ton info. Et du coup, aujourd'hui, le quotidien est quand même plus compliqué. Quelque chose de lourd, parce que quand tu avais les deux façons de faire les choses, quand tu recevais du papier mais que tu pouvais aussi faire sur Internet, ça marchait, ça était très bien. Ça marchait pas, tant pis. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus faire sans. Et je trouve que c'est vraiment une distorsion de concurrence entre les territoires, ça. Et souvent, ici, je fais mon maltraité parce que j'ai pas de bon haut débit, mais n'empêche qu'on se rend compte qu'il y en a plus des comme moi que des autres, quoi, en fait. Parce que quand il y en a que 19% en France qui ont accès au bon haut débit, ça pose quand même un problème de couverture du territoire. Et derrière ça, le vrai enjeu qu'il y a derrière, c'est une vraie décentralisation, quoi. Si aujourd'hui tout le monde se regroupe dans la grande ville, je dirais pas les grandes villes, dans la grande ville pour avoir du boulot, c'est parce que tout le boulot se concentre là où il y a du réseau. Et on vide encore un peu plus les campagnes et les petites villes. Les pays où il y a le taux de chômage le plus faible sont les pays où il y a le plus de connexions et la fracture numérique qui est la plus faible, quoi, monsieur Langsad. Mais oui, mais il faut revenir à la genèse. On a le coût des abonnements qui sont quasiment les moins chers du monde. On a 4 opérateurs qui sont en compétition très forte depuis maintenant de nombreuses années et qui ont limité leurs investissements pour pouvoir se mener une guerre commerciale et offrir, donc c'est la contrepartie, des abonnements pas chers. Et les investissements lourds qui auraient dû être faits durant ces 15 dernières années n'ont pas été faits par les opérateurs par manque de moyens. Quand vous avez une bataille de prix entre Free, Bouygues, SFR et Orange, eh bien, ça donne des investissements limités. Alors depuis, on va dire 2017, il y a eu 10 milliards quasiment d'investissements qui ont été mis sur la table par les entreprises pour essayer de rattraper, on va dire, le retard, mais ça ne suffit pas. Il va falloir probablement compenser et accélérer ces financements si on veut réduire cette fracture. Et puis, parallèlement à ça, tu le disais très justement, il va falloir que l'État comprenne que la déclaration d'impôt, que une forme d'état civil qui peut générer des pénalités pour le citoyen, il va falloir qu'il sursoit en fonction de cette carte numérique. Mais qui doit impulser les investissements les investissements dans le numérique? Est-ce que c'est à l'État à pousser ou c'est aux opérateurs à prendre leurs responsabilités, sachant que nous, par exemple, ici, on est dans un groupe qui appartient à SFR, enfin c'est Altice et SFR, qui investit dans les territoires. Par exemple, dans le département de la Nièvre, c'est SFR qui va
fibrer la Nièvre. Mais parce qu'on avait pris du retard. On peut considérer que c'est de la responsabilité des opérateurs sur la DSL, la fibre, la 4G. Néanmoins, ils sont contraints par les investissements qu'ils ont. Et donc, ils ont fait un effort de 10 milliards depuis 2017. Ça représente plus de 8%, je crois, de capacité d'investissement sur les entreprises. Mais ils ne peuvent pas rattraper aussi vite de ce qu'ont fait les Anglais, les Italiens, les Allemands. Donc voilà, on a la contrepartie de tout cela, et ça se fait malheureusement au détriment des territoires. Tu nous dis que la guerre des prix, c'est pas si bien que ça, quoi, en fait. C'est pas ce que je dis. Je te dis qu'à partir du moment où tu payes un abonnement pas cher, tu limites les investissements des entreprises. Et comme les 4 opérateurs sont en couteau tiré depuis maintenant plus de 20 ans, 15 ans, parce qu'il y a un nouvel acteur qui est rentré, le résultat est là, c'est que les investissements auraient dû être faits, ils n'ont pas été faits. Il faut maintenant corriger. Marianne Soubré. Oui, en fait, Mounir Majoubi le promet. Et je pense que c'est vraiment une mission de l'État aujourd'hui, à partir du moment où on a inversé en fait les valeurs, c'est-à-dire que à partir du moment où l'État nous demande de dématérialiser le plus possible, tu vas avoir également dans la justice des choses qui vont être de plus en plus dématérialisées parce qu'on veut limiter les coûts humains, donc nécessairement, ce qui va d'ailleurs poser problème aux justiciables, parce qu'ils vont être encore plus éloignés, on va dire, de leurs juges, mais nécessairement, si tu veux dématérialiser, si tu obliges à la dématérialisation comme le fait l'État, dans les impôts, dans la santé, dans les déclarations également de naissance de veau, ce que j'ai appris aujourd'hui, mais tout ce qui est aussi Pôle emploi, etc. Enfin, à partir du moment où tu demandes aux gens... Qu'est-ce qu'il doit faire l'État? Je ne comprends pas. Que va faire l'État alors? L'État doit permettre... Parce que ce n'est pas l'État qui tire les câbles, qui tire la fibre. Oui, mais l'État doit permettre à tous les citoyens d'avoir accès au service public. Et si aujourd'hui le service public ne passe que par Internet, c'est la responsabilité de l'État. Donc l'État doit pousser, obliger les opérateurs alors. Évidemment, enfin, je veux dire, ou alors ils reviennent à l'ancien système. Il n'est pas possible d'imposer aux gens qui n'ont pas accès à Internet, d'imposer des déclarations par Internet qui sont des déclarations auprès des institutions publiques. Il n'est pas possible de leur imposer si ces gens-là n'ont pas accès à Internet. Ou alors on revient au papier pour ces gens-là. Tu as tout à fait raison, ça. Donc si tu veux, tu peux pas non plus aller vers le modernisme tout en disant aux gens, démerdez-vous. Oui, d'accord, mais je vois mal le rôle de l'État. C'est ça que je comprends pas. Parce que l'État est dans tel département. On regarde, par exemple, on prend la carte de France, on regarde les départements qui ont le plus faible taux d'internet, de passage internet, et puis l'État dit c'est à vous de le faire, c'est à vous de le faire, c'est lui qui choisit l'opérateur. C'est ça que je comprends pas. Aujourd'hui, les collectivités locales et territoriales mettent des sous là-dessus. Après, l'État peut peut-être les aider, quoi, parce que moi, ce que j'en sais, c'est que l'État aide avec ses 150 €. Je vous l'ai dit. Le gouvernement va donner 150 € à ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir. Moi, je suis dubitatif sur les 150 €. Est-ce que l'État ne devrait pas cofinancer des programmes avec la région, le département, ou alors ils réadmettent le papier, ou alors ils réadmettent le papier dans certaines déclarations, etc. Non, mais ça devrait être fait dans les 3 prochaines années. Le tout, c'est de trouver des mesures adaptées pour que l'ensemble des citoyens qui ne sont pas couverts dans ces zones puissent travailler, puissent surfer tranquillement. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vais te le dire, Thibault, en tant qu'utilisateur de ces zones, je préférerais payer un peu plus cher, mais avoir quelque chose qui marche. Aujourd'hui, on paye pas cher. Ben oui, il faut juste comprendre une chose, c'est qu'il marche pas. Ça a un goût, quoi. Marche pas, mais ça marche très bien à Paris, à Marseille, à Nantes. Oui, dans les grandes villes, à Paris, Thibault. Mais je suis d'accord, mais c'est pour ça que je le dis. Mais c'est pour ça que je le dis. Oui. Et dans les grandes villes, non, mais il faut juste comprendre une chose, c'est que la bataille qu'il y a eu autour des prix, la bataille du prix n'est pas toujours une bonne chose. Contraint les opérateurs à ne pas investir. Bon, voilà, ils accélèrent maintenant, mais ils vont pas rattraper le retard en 6 mois. Alors, dans le monde de Macron, vous savez que dans 2 mois et demi, on vote pour les élections européennes. Une fois qu'on aura voté pour les élections européennes, ce sera la rentrée. L'année prochaine, on votera pour les élections municipales. Et certains ont d'ores et déjà la tête aux municipales, en particulier à Paris. On commence à voir des tendances, des sondages. Oui, c'est le JDD qui hier a publié un sondage IFOP fiducial qui montre que pour l'instant Anne Hidalgo arriverait en tête du premier tour devant plusieurs candidats testés de La République En Marche. Vous savez que ça se bouscule du côté des marcheurs. Il y a Benjamin Griveaux qui était censé être le favori mais qui ne semble plus trop l'être aujourd'hui. Mounir Majoubi qui était ce matin chez Jean-Jacques Bourdin, ou encore le député chercheur mathématicien Cédric Villani. Donc Anne Hidalgo qu'on a peut-être enterré un peu trop vite et toujours dans la partie. C'est un sondage qui est surtout mauvais pour Benjamin Griveaux à mon sens, puisque a priori c'est le candidat officiel d'Emmanuel Macron, mais il n'arrive pas à dominer,
à s'imposer, à montrer qu'il est un meilleur candidat que les autres, puisque ça se joue dans les marges d'erreur. Quand on dit 24, 23, 22, 21, on est dans la marge d'erreur, donc ça ne va pas dire grand-chose. Il faut bien que le sondeur fasse établisse un classement. En plus, en 18 mois. Voilà. Alors, comment expliquer ? Alors, d'autant plus, le paradoxe, c'est qu'Anne Hidalgo arrive en tête, alors qu'ensuite, quand on sonde les Parisiens sur leur satisfaction ou non de ce qui se passe à Paris, ils sont très très mécontents, notamment sur des sujets qui sont un peu essentiels dans une ville, à savoir la propreté, le transport et la sécurité. Enfin, c'est bizarre ça. Enfin, moi, je trouve qu'à plus d'un an avant l'échéance, on appelle une carte postale. Ça vaut quoi les sondages, quoi. Moi, c'est important pour Griveaux. Confiance au taux d'insatisfaction qu'aux déclarations de vote, quoi. Ouais. Alors après, à Paris, il y a une alchimie qui est quand même complexe parce que ça se passe par arrondissement. Donc, ce sont des poids d'arrondissement. Quels arrondissements ont été testés ? C'est très divers quand on regarde le 18e, le 15e. Elle décroche dans le 15e. Donc, moi, je reste prudent sur un sondage parce que, enfin, surtout à l'échelle de Paris, parce qu'on peut faire dire tout et n'importe quoi. Oui, néanmoins, Benjamin Griveaux, il n'est pas candidat officiel, il n'a pas mené pour le moment une candidature tambour battant. Il apparaît plutôt pas mal dans les sondages. Pour quelqu'un qui était outsider, il apparaît plutôt pas mal. Les autres sont plutôt à la traîne. C'est par rapport aux autres. Il fait pas le trou. En tout cas, il fait la démarcation par rapport aux autres. Ah non, excuse-moi, quand tu testes... non, parce que quand tu le testes avec Anne Hidalgo, il arrive deuxième. Quand tu testes Mounir Mahjoubi, il arrive deuxième. Et quand tu testes Villani, il arrive deuxième. Donc finalement, Benjamin Griveaux n'est pas en capacité de démontrer qu'avec lui, ils sont sûrs de gagner. Oui, voilà, il n'y a pas de plus-value. Avec des différentiels de points qui sont importants. Non, très peu. Je dis, on est dans la marge d'erreur. Maître Soubré et Marianne. Oui, alors ça n'intéresse finalement que les Parisiens, mais n'oublions pas que c'est lui qui perd des habitants chaque année de façon spectaculaire, que c'est une ville extrêmement chère, que c'est une ville extrêmement sale, qui vote à gauche, qui est envahie par les rats, par les punaises de lit. Enfin, je veux dire, non mais les punaises de lit, non mais c'est invraisemblable aujourd'hui. Il y a des... Non, moi non, c'est jamais pas à Paris. Moi, rassure-moi, t'es pas dans le tourisme, Marianne, toi. La pollution, les bouchons. C'est ça, t'es pas dans le tourisme. Non, mais moi je vous dis, elle va payer tout ça à Anne Hidalgo quand même, parce que je pense que les gens ont de la mémoire. Non, mais c'est vrai que le sondage n'est pas très bon non plus pour elle, parce qu'elle est maire sortante. Elle est très elle n'a pas d'avance, elle est très en retrait. Mais quand tu additionnes les voix de gauche, c'est très intéressant que c'est finalement aujourd'hui la ville quasiment la plus à gauche de France, c'est Paris, et c'est la ville aussi la plus chère. Ça, c'est quand même. Moi, je trouve que pour les politologues et sociologues, c'est formidable. Mais les outsiders ne se démarquent pas non plus, que ce soit du côté des Républicains ou que ce soit du côté. Ils sont très proches d'elle. De la France. Rachel Non, pas vraiment. En fait, parce que vous dites c'est très parisien, etc. Mais ne vous leurrez pas. Ça aura des conséquences. Non, mais c'est surtout que la grande bataille qui intéresse les leaders politiques aujourd'hui, La République en marche et la majorité, il y a certes les européennes, mais ce qu'ils veulent, c'est les villes. Je peux vous dire que les sondages comme ça, souterrains, ou les sondages cachés sur qu'est-ce qu'il va se passer dans les 5-10 grandes villes de France, ça, ils ont lieu régulièrement. Il y en a un par mois quasiment en ce moment. Ça va avoir une conséquence nationale et pas seulement parisienne, puisque si Griveaux fait campagne, il va devoir quitter le gouvernement. C'était quand même une personnalité importante au gouvernement en tant que porte-parole. C'est un très proche de Macron. Donc là, s'il doit quitter le gouvernement, alors que Nathalie Loiseau s'est confirmée, va quitter le gouvernement pour être tête de liste, il y a un petit remaniement qui se prépare au sein du gouvernement. Donc ça a des conséquences nationales. Dans un instant, nous accueillons notre confrère Olivier Beaumont. Sexe, argent, pouvoir, vanité, colère, paresse, les péchés capitaux de la politique. Livre enquête aux éditions Flammarion. Bref, ce sont les défauts des uns et des autres. C'est comme ça que, par exemple, un ancien ministre des Comptes, du Budget, on dit, alors, il est encore en train de dormir, celui-là, c'est François Baroin dont il s'agit. Il paraît qu'il a les matins difficiles, François Baroin, qu'il n'est pas du matin, et que la vanne à Bercy au ministère de l'économie, c'était de savoir s'il n'était pas en train de ronquer ou de pioncer quelque part. François Baroin, les travers de nos responsables politiques, sexe, argent, pouvoir, vanité, colère, paresse, les péchés capitaux de la politique. On y vient dans un instant avec Olivier Beaumont, grand reporter au Parisien. Le livre est aux éditions Flammarion, et on a fait d'Olivier notre grande gueule du jour. A tout de suite avec les GG en direct sur RMC et RMC Story. RMC, 9h midi, les grandes gueules.